Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Des taux américains qui devraient très prochainement baisser, des marchés qui semblent digérer un été très volatile et bien sûr des valeurs chouchous. C'est un beau programme qui vous attend dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, je l'évoquais là, c'est vrai que maintenant, la baisse des taux, c'est assez évident, c'est en bonne voie en tout cas. Oui, l'actualité est tout à fait positive à cet égard. On attendait avec impatience le discours de ce cher Jérôme Powell le 23 août. On en a déjà beaucoup parlé. Rappelons simplement que il a parlé de deux choses. D'une part, il va modifier sa politique monétaire. Ça signifie en principe baisse des taux, ou alors il a vraiment beaucoup d'humour, et on dirait quand même un humour un peu déplacé, si c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais alors, une deuxième chose à relever, c'est qu'il a également évoqué que la politique serait menée en fonction des données qui paraîtraient à l'avenir. Et donc là, ça change beaucoup parce que certains se sont dit, il tient compte de cette augmentation du chômage qui avait fait paniquer les marchés au début du mois d'août, on s'en souvient. C'était un pétard mouillé, c'était un peu ridicule, il faut quand même bien le dire. Mais donc, il a retenu la leçon, et ça signifie assez clairement sans doute que si le marché de l'emploi, auquel il se montre attentif, a-t-il dit aussi, si ce marché de l'emploi se faiblit un petit peu trop, il pourrait abaisser ses taux davantage que prévu. C'était plutôt ça la bonne nouvelle éventuellement. Cela étant, ce discours était quand même dans les cours, comme on dit déjà. Wall Street a peu réagi. Enfin oui, une hausse d'un gros pourcent, c'est pas mal. Ça n'est pas une explosion. Et alors, le taux à 10 ans, donc sur le marché obligataire, lui a très très peu réagi. Il a baissé de 5 ou 6 points de base, comme on dit, autrement dit, quasiment statu quo. La seule chose que l'on peut relever éventuellement, c'est la question qui reste en suspens. C'est évidemment la question essentielle. De combien va-t-il baisser ses taux le 18 septembre? Et quid pour les réunions et les mois suivants. Et là, j'ai relevé une étude qui aurait été faite juste après le discours de Powell, et en fonction donc de cette donnée que je tiendrai à l'œil, a-t-il dit, là, les gens se sont dit, ça pourrait vouloir dire qu'il va baisser ses taux un peu plus que prévu, ceux qui tablent sur 0,5% au lieu de 0,25 sont passés de 3% à 40%. Ah oui. Là, c'est un changement énorme. Oui, donc visiblement, là, on est un peu plus optimiste, même si ça ne se voit pas sur le marché obligataire. Mais j'avais posé la question justement parce que j'ai quand même l'impression que les réunions de la Fed, les discours de Powell, etc. ont un peu marqué le tempo ces derniers mois, voire presque années, où les marchés étaient ultra attentifs à la position des banques centrales. Et là, pour le coup, alors que ça paraît tellement bien engagé, on a quand même l'impression que les marchés sont pas tant à la fête. Mais non, ils ne sont pas tant à la fête, alors que je vais peut-être ajouter quand même une chose, c'est que, en fait, depuis le discours de Powell, on a connu l'inflation PCE que regarde beaucoup la Fed. L'inflation CPI, Consumer Price Index, on la connaissait de longue date, c'est 2,9 en juillet, venant de 3, c'était bien. Mais alors, quid de ce fameux PCE, Personal Consumption Expenditure, auquel la Fed est très attentive? Très bon aussi, on l'a appris donc beaucoup plus récemment, 2,5 et 2,6 pour le core. Bon, très bien, mais comme vous dites, effectivement, on a l'impression... Oui, petite remarque au passage, c'est quoi le PCE? Quelle est la différence? Le PCE comprend toutes les dépenses de santé et pas seulement celles réalisées par les citoyens. Entre là-dedans aussi les dépenses de santé des entreprises via les assurances, mais aussi Medicare, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France la Sécu. Bon, voilà une petite précision, ça fait toujours bien de pouvoir l'expliquer lors d'un dîner en ville, comme on dit. Bon, mais comme vous dites, sur le marché, effectivement, c'est un peu étonnant. Là, je trouve la situation un petit peu ambiguë, parce que la détente des taux à long terme, après le discours de Powell, rien comme je l'ai dit. Bon, sur plus longue période, où en est-on? Les taux à 10 ans américains sont à 3,9 à peu près, donc disons un peu en dessous de 4. Ce fut stable en août, après la forte chute de juillet. On est loin des 4,7 du mois d'avril, beaucoup plus loin encore des quasiment 5% d'octobre 2023. Oui, mais revenons un petit peu en arrière. On va pas revenir en 2020, crash Covid, la situation était tout à fait spéciale, on peut pas prendre ça comme référence. On était à 1,5 seulement en 2021. Bon, 2021, année plutôt normale, 1,5, on est toujours à 4.
l'inflation a chuté depuis lors, on était à plus de 9 au sommet. On est donc maintenant à 2,5 ou en tout cas moins de 3. Donc finalement, la baisse des taux sur le marché n'a pas suivi la baisse de l'inflation, loin de là. Donc, est-ce qu'on anticipe encore une possible remontée de l'inflation ? Les gens n'ont pas l'air tellement confiants que cela, finalement. D'ailleurs, autant on peut juger normal que les taux à 30 ans, cette fois-ci, soient de 4,2. 4 à 10 ans, d'ailleurs, ça paraît un peu beaucoup du coup. Mais enfin bon, 4,2, c'est normal. Mais à 3 mois, on est à 5%. Donc la courbe des taux est toujours inversée, comme on l'a souligné naguère. Ben, c'est toujours le cas. Donc finalement, on peut comprendre, visiblement les investisseurs en obligations restent assez circonspects et on peut comprendre que certains hésitent aussi à devenir euphoriques sur les marchés boursiers aussi longtemps que ces taux à long terme, à 10 ans, peuvent être qualifiés, peuvent être considérés comme anormalement élevés encore. Alors, tant qu'on parle d'euphorie dans un autre dossier, j'aimerais bien qu'on revienne sur la vente réalisée par UCB en Chine. C'est une belle vente et pourtant, là aussi, pas d'euphorie. Les marchés semblent être relativement indifférents. Ah oui, c'était l'indifférence totale, peut-on même dire, lors de la vente. Donc, petit rappel, UCB a vendu ses activités en Chine. Et on a dit dans le domaine de la neurologie et des allergies. En fait, très concrètement, c'est la plupart des médicaments du CB qui sont concernés là, parce que il s'agit dans le premier cas donc neurologie du Keppra, du Vimpat et du Neupro, moins connu, c'est le Keppra qui est de loin le plus connu. Et dans les allergies, c'est bien sûr le fameux Zyrtec, qui est une vedette depuis de longues années, et un peu moins connu aussi, le Xizal. Donc, on va dire, UCB en fait a vendu ses activités en Chine, point barre. Pour 680 millions d'euros, on peut imaginer qu'en fait, ils se sont dit, c'est vraiment un bon prix, alors que ces activités, elles tournent toujours bien. Mais le Keppra est ancien, le Zyrtec est très ancien, le domaine public menace les brevets de ces médicaments à moyen, si pas court terme. Les ventes ont dépassé leur sommet. Ces médicaments sont un petit peu sur la pente là, descendante, lentement mais sûrement. Donc, à ce prix-là, pourquoi pas? Mais donc, et pourquoi cela? Parce que ça dégage des capitaux importants, même 680 millions d'euros, ça n'est quand même pas vilain, même à l'échelle du CB. Pourquoi faire? Pour mettre l'accent sur les nouveaux remèdes, qui sont soit au stade de la recherche, soit au stade de la commercialisation, de manière beaucoup plus concrète. Et là, on pense au Bimzelx. Je l'ai dit d'un coup. On le répétera pas. Je vais le répéter. Le Bimzelx, qui est un médicament déjà approuvé aux États-Unis en octobre 2023. Donc, il ne s'agit pas seulement de vagues promesses. Le Bimzelx, petit rappel, est un remède contre le psoriasis, une maladie de la peau qui touche 2% de la population. Donc, voilà une belle promesse. Et ces 180 millions d'euros serviront donc à bâtir l'avenir, et pas seulement hypothétique, mais bien très concrètement sur le marché. Si je comprends bien, c'est un peu du déstockage pour la nouvelle collection, en fait. Ça ressemble un petit peu à ça, finalement. Mais effectivement, les investisseurs se sont dit, la nouvelle collection, c'est pas sûr qu'on va la vendre, et comment? Elle va pas rapporter tout de suite, tandis que l'ancienne, on la vend avec des bénéfices. Donc, moi, je dis, un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme disait ce cher monsieur de La Fontaine, d'où cette réaction du cours quasiment nulle. Alors, à côté de ça, les marchés restent relativement indifférents à cette nouvelle, mais par contre, les analystes, eux, ils affichent clairement une confiance grandissante pour UCB. Ah oui, UCB est vraiment la vedette, on va dire, des 12 mois écoulés. Grosso modo, le cours a doublé en 12 mois, à quelques pourcents près. Il est même au-delà de 100% en fait. Au printemps, nous avions dit qu'à 120 euros, UCB avait enfin retrouvé les faveurs du marché. On était passé d'acheter à conserver. On aurait dû garder la vie achetée, reconnaissons-le. On n'était pas passé à vendre, en tout cas, évidemment. Ça nous paraissait évident, et ce fut confirmé par les faits, parce que les analystes sont vraiment devenus un peu euphoriques ces tout derniers mois même, avec retard sur l'évolution du cours sur le marché. Fin mai, l'objectif de cours moyen était encore de 102. Le cours y était déjà. Aujourd'hui, il est de 165, donc bien au-delà du cours de bourse. Les analystes en mai étaient 12 à l'achat,
2 renforcés, 6 conservés déjà. Aujourd'hui, c'est 13 à l'achat, 1 renforcé, 5 conservés et 1 à la vente. Donc un seul à la vente, après un cours qui double sur 12 mois, visiblement, on peut appeler ça de l'optimisme, et même un optimisme très franc concernant l'action UCB. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est à la base de ces recommandations assez chaudes ? En fait, les perspectives de bénéfices ont été revues à la hausse et sont brillantissimes, il faut bien le dire. Pas pour cette année-ci, mais pour 2025. Le bénéfice par action est attendu cette année à 4,04 € contre 4,2 € l'an dernier, donc plutôt statu quo. Mais on passe à plus de 7 € l'année prochaine, donc plus 60%. Alors, un bénéfice qui explose de 60% sur un an, effectivement, ça retient l'attention. On se dit que voilà une valeur qui n'est vraiment pas à bazarder, parce que ça signifie aussi que le coût de l'action baisse. On est à 36 à peu près aujourd'hui pour le rapport coût-bénéfice. Pour 2025, on serait à 23 seulement. Je dis seulement. Bon, ce n'est pas rien, 23. Enfin, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. On parle d'une entreprise dans le domaine de la santé, du médicament, avec des marges élevées et avec de belles promesses. Donc oui, le marché n'a pas du tout réagi à la vente en Chine, mais alors, pour l'avenir, il est chaud. Leur tendance des analystes donc, et il y en a une autre dont il faut qu'on parle évidemment, c'était l'un des gros événements la semaine dernière, on l'attendait avec impatience, je pensais même que les marchés l'attendaient avec impatience, c'était les résultats de Nvidia, et une fois encore, l'air de rien, il s'est pas passé grand-chose, résultats fortement attendus, et de bons résultats quand même. Mais oui, de très bons résultats, des résultats supérieurs aux attentes. On sait bien que c'est ça le principal, il faut pas qu'il soit bon, il faut qu'il soit supérieur à ce que les analystes attendent. C'est ça qu'on appelle une bonne nouvelle sur les marchés. Alors, le chiffre d'affaires, 30 milliards pour le trimestre, donc on parle du deuxième trimestre, parce que Nvidia a annoncé ses résultats beaucoup plus tard que les autres, c'est magnifique d'ailleurs. Donc, ils étaient attendus avec d'autant plus d'impatience qu'ils étaient loin de la foule des autres. Bon, 30 milliards de chiffre d'affaires, attendu 28,7. Donc, franchement, au-dessus. C'est plus 15% d'un trimestre à l'autre, c'est plus 122% d'une année à l'autre. On est ici chez Nvidia, les chiffres sont différents de l'ensemble du marché. Bénéfice par action, 67 cents, attendu 64. Plus 12% d'un trimestre à l'autre, plus 168% sur un an. C'est Nvidia, c'est le nirvana. D'ailleurs, le confirme la marge brute de 76%, ce qui est mirobolant, ce qui est astronomique. Et la marge nette, dira-t-on, oui, mais la marge nette 55, ça n'est pas vilain non plus. Tout le monde en rêverait. Donc, résultat très brillant, en effet, supérieur aux attentes surtout. Un excellent bulletin. Alors, je sais qu'avec le temps, j'ai appris à considérer les marchés comme un enfant susceptible, mais quand même là, le cours perd 8% suite à la publication des résultats. Pourquoi ? Oui, et ça, c'était quand même assez surprenant à première vue. On a souvent dit ici que la première vue, il fallait pas s'y arrêter. Il faut aller voir la deuxième, si pas la troisième parfois. Parce qu'on pourrait se dire, quels sont les éléments négatifs ? Les résultats brillants, d'accord, mais enfin, on achète une action non pas pour le trimestre qui vient de se passer, mais pour les trimestres suivants. Alors, est-ce que la direction d'Nvidia aurait fait part de perspectives un peu grises, en tout cas pas très roses? Et là, on peut penser à Apple. C'était assez intéressant ce qui s'est passé avec les résultats d'Apple, donc du deuxième trimestre, plutôt dans le mois d'août. Le bénéfice du deuxième trimestre avait augmenté de 60%, et était supérieur de 22% aux attentes des analystes. C'est exceptionnel et c'est énorme. Mais, ce qui a refroidi le marché, ce sont les commentaires de la direction. Oui, c'est vrai, on commence à souffrir sérieusement des plateformes chinoises qui vendent à bon marché. La concurrence. Des concurrences chinoises qui vendent du brol, dirait-on, à Bruxelles, pour ne pas dire du vlek. Certaines associations de consommateurs l'ont dit suffisamment qu'on peut le dire ici aussi. Et du coup, a averti encore une fois la direction de Apple, le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre serait compris entre 11 milliards et demi et 15 milliards. Fourchette très large, c'est pas tout à fait bon signe. Oui, mais surtout, les analystes attendaient 15 milliards 3. Donc, le haut de la fourchette
est en dessous des attentes. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, et on peut comprendre que le cours ait perdu 12%, ce qui n'est pas rien en 2 séances. Ça, c'est pour Apple. Ça, c'est pour Apple. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence chez Nvidia ? Chez Nvidia, pas du tout. Nvidia, justement, n'a pas du tout fait part de telles choses. Perspective, 3e trimestre, chiffre d'affaires, 32 milliards et demi de ventes. Les analystes attendaient 31,7. Et pour la concurrence que vous évoquez à juste titre, il en a beaucoup été question. On dit oui, mais est-ce que Intel ne va pas se réveiller? Et puis les autres aussi. Ce marché est tellement juteux, les puces pour l'intelligence artificielle. J'ai relevé une interview sur CNBC, la chaîne américaine, de monsieur Alok Sama, qui est l'ancien président de SoftBank. Pour rappel, SoftBank est un immense holding pionnier de l'investissement en valeurs technologiques. Donc on peut imaginer qu'il sait quand même de quoi il parle. Et dans son interview, il dit notamment « Je ne vois pas de concurrent à l'horizon ». Bon, si lui le dit, on peut quand même le croire assez raisonnablement. Donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Il y a eu une petite déception, en fait, au niveau de cette fameuse superpuce Blackwell. Elle est attendue avec impatience. Elle est fabuleuse, semble-t-il, infiniment plus puissante que les puces actuelles qui sont déjà merveilleuses. Et là, c'est vrai qu'il y a 2 mois de retard par rapport à ce qui était attendu. Bon, c'est un peu gênant, évidemment. Le patron de Nvidia, monsieur Jensen Huang, a expliqué que on avait réalisé un petit ajustement sur cette puce de manière à en rendre la fabrication plus facile. Oui, ok, tant mieux si la fabrication est plus facile. Ça voudra peut-être dire encore plus de bénéfices. Enfin, un petit doute s'est distillé ainsi. Donc, ça explique peut-être cette déclaration-là, précisément, que le cours est quand même chuté de 8% à l'annonce des résultats. Après, ceci dit, c'est vrai qu'on a quand même pas mal évoqué cet été le fait qu'il semblerait que les valeurs technologiques sont finalement en baisse d'intérêt, ou en tout cas l'investisseur perd un petit peu patience. Est-ce que, en conclusion de ce numéro de podcast, on pourrait se demander peut-être s'il est temps d'aller regarder ailleurs, si l'herbe est plus verte? Mais oui, disons que ça ne vaut peut-être pas pour Nvidia. Les analystes sont bullish, mais c'est vrai qu'on ne peut pas oublier que on a parlé, après, disons d'ailleurs déjà un peu la déconvenue du luxe, hein. Il y a eu une première alerte sur les chouchous du marché, le luxe, et puis cette petite syncope des valeurs technologiques, effectivement, au mois d'août. Oui, on a parlé d'un phénomène qui est très important en bourse, qui est un phénomène de rotation. Et on observe que de nombreux gestionnaires ou analystes, stratégistes se disent il est peut-être temps de passer des 7 magnifiques aux 493 autres valeurs de l'indice Standard & Poor's. Et c'est pas une façon de parler seulement. Vraiment, on voit des conseils passer aux 493 autres. Certains conseils d'ailleurs à défaut d'indices S&P 493 de passer à des indices qui reprennent les actions non pas en fonction de leur poids en bourse, mais une action a le même poids que toutes les autres. Donc de ce côté-là, il y aurait beaucoup moins de 7 magnifiques et beaucoup plus des autres actions. Et remarquons que le phénomène est le même en Europe, où l'on conseille de plus en plus de passer aux petites capitalisations qui sont très en retard. Donc il n'y a pas de souci, semble-t-il, pour Nvidia, mais enfin, il y a un souci sans doute de rotation, et là, on ne peut pas l'ignorer, évidemment. Qui dit rotation dit donc diversification, si j'ai bien compris. Accentuée, en tout cas, absolument. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ce panel d'actualité. On se retrouve évidemment dans 15 jours, Guy. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.